Bonjour et bienvenue à cette conférence virtuelle au sujet de la transition scolaire à la FGA et à la FP sur le territoire montréalais, les principaux besoins et profils d'élèves. Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence ce matin en direct avec nous ou en rediffusion. Je suis Isabelle Boivin, agente de développement à Réseau Réussite Montréal, et je serai votre animatrice aujourd'hui. Je suis responsable, entre autres, du chantier de concertation régionale Trajectoire, qui vise à mieux comprendre les différents parcours qu'empruntent les élèves à la suite du secondaire à Montréal, à soutenir le développement d'initiatives interordres et intersectorielles et des projets de recherche comme celui qui vous sera présenté ce matin, avec pour but ultime la mise en place des conditions idéales afin d'assurer des transitions postsecondaires harmonieuses. Nos invités vous présenteront ce matin les résultats de cette étude. Ce n'est d'ailleurs qu'à la deuxième présentation publique des résultats. Et si vous étiez au grand dévoilement du 8 mai dernier, sachez qu'il y aura des nouveautés ce matin. Alors, j'aimerais également préciser que l'automne dernier, l'équipe de recherche a rencontré chacun des 5 centres de services et commissions scolaires de Montréal lors d'une rencontre personnalisée pendant laquelle l'analyse de leurs résultats leur a été présentée et transmise par la suite, bien sûr, par le biais d'un rapport détaillé. Les transitions scolaires, ça constitue un enjeu central en éducation. C'est pourquoi RRM s'y intéresse tout particulièrement. Ces moments charnières s'accompagnent souvent de changements importants, nouveaux environnements, nouvelles attentes et défis personnels qui peuvent avoir des impacts significatifs sur la persévérance scolaire et la réussite éducative. À l'inverse, prendre le temps d'écouter, de comprendre et d'adapter nos pratiques à la diversité des parcours et des réalités permet de soutenir plus efficacement ces transitions. En plaçant les besoins des personnes apprenantes au cœur de nos actions, nous contribuons à créer des milieux plus inclusifs, sécurisants et propices à leur épanouissement et à leur réussite, comme nous l'entendrons dans quelques instants. En suivi à cette conférence, vous recevrez un dossier documentaire très étoffé, incluant la présentation, le rapport complet lancé en grande primeur aujourd'hui, la réalisation et la publication de 2 infographies tirées du rapport, une en faisant la synthèse et l'autre rassemblant des pistes d'action, c'est ce qu'on veut avoir en main, n'est-ce pas, ainsi que le lien de rediffusion. Vous aurez donc tout en main pour soutenir la réflexion autour de vous et pourquoi pas initier des actions pour répondre aux enjeux qui seront présentés dans quelques instants. N'hésitez pas à partager le tout aux acteurs clés autour de vous qui peuvent faire une différence. Je vous remercie encore une fois d'être présent et de votre participation en grand nombre ce matin qui démontre toute l'importance de la pertinence de ce sujet. Nous sommes plus de 421 personnes inscrites, et oui, et nous dépassons le 200 quelques personnes présentes. Je ne vois plus le compte. Merci de nous avoir transmis également des questions et préoccupations lors de votre inscription. Nous avons tenté d'en intégrer le maximum dans le contenu qui vous sera présenté et vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions en direct. Pour ce faire, je vous invite à inscrire vos questions ou commentaires en tout temps en utilisant la fonctionnalité questions et réponses que vous trouverez en bas de votre écran. Elles seront transmises à nos invités lors de la période de questions. Mais nous souhaitons vraiment vous entendre. Vous serez invité à plusieurs reprises à vous prononcer à différents moments de la conférence et nous espérons que vous participerez en grand nombre. Donc, nous avons maintenant déjà une activité interactive à vous proposer pour aborder le sujet. Parce que nous sommes très curieux, à partir de votre propre parcours et de vos moments de transition en tant qu'adulte, de savoir, vous, comment avez-vous vécu ces transitions-là dans votre vie? Donc, nous avons présentement donc la question 1 sous les yeux. Travaillez-vous dans le domaine dans lequel vous avez étudié? Alors, entièrement, partiellement ou dans un domaine connexe? Non, mais j'ai déjà travaillé dans ce domaine. Non, jamais. Alors, je vous invite à répondre. Avez-vous changé de carrière durant votre parcours professionnel? Oui. Oui, partiellement. Non. Sans objet, je débute ma carrière. Peut-être vous êtes déjà présentement aux études. Avez-vous fait un parcours scolaire linéaire? Oui, sans interruption ni changement de programme.
Oui, avec de petits ajustements, changements de programme ou d'établissement. Non, mon parcours a comporté des interruptions ou des réorientations. Dans quelle mesure les 5 profils d'élèves présentés correspondent-ils à ce que vous observez sur le terrain, dans votre milieu, votre pratique ou votre expérience? Tout à fait, en grande partie, partiellement, pas vraiment, pas du tout. Je ne suis pas en mesure de répondre. Y a-t-il un profil d'élève dont la transition vous semble plus difficile à accompagner? L'élève autonome, l'élève en construction de son projet, l'élève en quête d'équilibre et d'appartenance, l'élève en mode de survie financière, l'élève en mode de survie et les deux fois, et aucun. Bon, je suis allée trop loin dans le sondage. Alors, on s'arrête ici. Je retourne dans... Donc voilà, nous observons les résultats. Donc, merci d'avoir participé. Donc, la plupart d'entre nous œuvrons dans le domaine pour lequel nous avons étudié. J'en suis également. Mais vous êtes très nombreux à avoir à œuvrer dans un domaine qui est connexe à vos études. Est-ce que vous avez changé de carrière? La plupart, plus de la moitié, et même, je dirais, un 60%, ouais, qui ont changé de carrière ou partiellement. Donc, moi aussi, c'est la même chose. J'ai été enseignante et j'ai évolué dans mon parcours. Un parcours scolaire linéaire, seulement 22%. Donc, ça, j'en suis. Et bien, pour la plupart, des petits ajustements ou des changements vraiment, des interruptions. Donc, c'est plus de près de 80% qui avaient vécu des changements. Donc, on le sait, les parcours ne sont vraiment, peuvent être ne sont pas linéaires, justement, ils peuvent être très diversifiés. Les profils, on va y revenir un peu plus tard puisqu'on ne les a pas encore tout à fait présentés. Je suis allée trop loin. Je m'en excuse. Donc, voilà, merci pour vos réponses parce que ça met la table. Réalisez à quel point ce qui nous sera présenté ce matin est vraiment pertinent. Donc, j'ai un problème ici avec mon script. Je vais avoir besoin d'aide. Sinon, on va passer au mode papier. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos deux invités qui vont nous entretenir de ces transitions, qui vont nous éclairer sur des pistes également. Alors, j'invite Madame Nadia Rousseau, directrice à la maîtrise en enseignement au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, directrice du réseau de recherche et de valorisation de la recherche sur le bien-être et la réussite en contexte de diversité, Réverbère, co-responsable du laboratoire sur la recherche-développement au service de la diversité, le lab RD2, chercheuse régulière au réseau Périscope et chercheuse régulière à la chaire recherche, réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, ainsi que David Barry, professionnel de recherche à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, Nadia et David, j'ai le goût de vous demander en quelques mots, qu'est-ce que les réponses des participants et participantes au sondage vous disent sur les trajectoires? Y a-t-il des liens à faire avec l'expérience des jeunes que vous avez recueillis pendant la recherche? Ben, bon matin tout le monde. Peut-être initier là une première réflexion. Je trouvais ça vraiment intéressant là, de voir les réponses aux questions, notamment sur les parcours linéaires ou non linéaires, où 41 personnes répondantes avaient changé de programme ou d'établissement, puis 38 personnes avaient fait un nouveau programme, une réorientation. Puis je pense que quand on a fait ce projet-là, et la raison pour laquelle on voulait avoir une diversité de jeunes, une diversité de contexte, même dans les tout débuts du projet, avant même d'arriver à Montréal, c'est qu'on voulait s'attarder à l'ensemble des possibles.
et non pas uniquement s'arrêter aux transitions linéaires du secondaire vers le collégial, parce que c'est encore ce qu'on retrouve le plus dans la documentation scientifique. Fait que je trouvais ça le fun de voir là, que finalement, on avait du pif. Mm. Tout à fait. C'est vraiment intéressant justement d'aller vers tous les parcours possibles parce qu'on l'a bien vu, c'est très, très courant. Génial. David, tes impressions? Un peu dans le même sens que Nadia Rousseau, ben, que Nadia elle a présenté, ben, c'est aussi le fait de, je pense, d'avoir des intervenants, des gestionnaires qui ont vécu une transition un peu non linéaire. Ben, ça vient un peu normaliser hein, ce que nos jeunes ou nos moins jeunes vont vivre dans nos centres, à la fois en FP ou en FGA. Je trouve ça intéressant parce que ça amène en quelque part peut-être un peu plus d'empathie pour notre personnel qui peut se mettre un peu plus à la place de nos élèves. Puis nos données aujourd'hui vont peut-être prendre tout leur sens par rapport à ces vécus-là. Donc, je trouve ça vraiment encourageant, en fait, de voir que c'est une réalité qui a été partagée par beaucoup de personnes qui œuvrent en éducation ou environnant aux différents centres FP et FGA. Donc, Tout à fait, David, tu as vraiment raison. Puis je pense que c'est le secret justement de démocratiser tout ça, d'en parler, de lever les tabous, parce que oui, il y en a des tabous dans beaucoup de familles où c'est vraiment le parcours linéaire qui est valorisé, quand l'important, c'est que la personne puisse s'épanouir et aller vers son parcours professionnel qui lui convient véritablement. Mais en tout cas, j'ai aucun doute que, comme moi, tout le monde a vraiment hâte de vous entendre. Alors, sans vous en dire davantage, je vous laisse maintenant la parole pour la belle présentation qui suit. Encore merci d'être avec nous, David et Nadia. désolé pour le petit délai. Vous voyez que je suis pas trop habitué de faire ça. Donc, je laisse la parole à Nadia. Alors, vous constaterez que moi et David, on va un peu s'échanger les tours de parole pendant la présentation. Donc, transition scolaire à la FGA et à la FP, vraiment dans une perspective où on s'imprégné là de l'expérience des élèves qui étaient en situation de transition. Je vois que vous êtes 285, fait que je suis bien contente de voir que vous êtes nombreux euh, à être avec nous. Fait qu'on peut changer de diapo. L'équipe de recherche, je trouve ça toujours important de le préciser, hein, ce travail-là ne se fait jamais seul. Alors, il y a David qui est ici avec nous aujourd'hui, Caroline Durand-Lot et Julie Courcy qui ont collaboré au projet, de même que des auxiliaires de recherche, Rémi Prévost, Mathias Boyer-Brosseau, Jeanne Ayotte-Bournival et Daline Fletcher-Jean-Baptiste. C'est important là, de reconnaître leur contribution dans la réalisation du projet. Le rapport, on vous l'a évoqué tout à l'heure, là, aujourd'hui, c'est la sortie du rapport et vous y aurez accès là, par l'entremise de RRM puis de ce qui sera acheminé là, à chacun des participants suivant la rencontre. Alors, le plan de présentation, on va commencer par une brève mise en contexte du projet, les objectifs, bien sûr, du projet de recherche ou l'objectif principal, je devrais dire, un moment sur la métaux. On va aborder les 5 profils de besoins, mais on va les aborder en, en dialogue avec les besoins appréciés et souhaités, les réponses en fait aux besoins appréciés et souhaités par les jeunes pour finir avec des constats là, en guise de conclusion. Pour cette mise en contexte-là, ben, je pense que c'est important de rappeler hein, que le projet qui s'est déroulé à Montréal, c'est comme une des grandes branches du projet MSTR. Euh, alors, les mesures interordres
le réseau, voyons, le modèle de transition interordre. Nous, quand on a participé à ce projet-là, qui était mené par l'ensemble des constituantes de l'UQ, notre intérêt était vraiment de représenter l'univers des possibles en matière de transition. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on voulait pas s'arrêter du secondaire vers le collégial. On voulait vraiment voir toutes les alternatives de cheminement, dont l'AFP et la FGA. Alors, on part de ce projet-là qui a donné lieu au modèle de soutien aux transitions réussies. Et au niveau du modèle de soutien aux transitions réussies, là, la grande flèche jaune que vous voyez pointe vers les besoins contextualisés. Alors, ce dont on va parler, nous, ce matin, on s'inscrit vraiment dans cette dimension-là du modèle parce qu'il y a les besoins que nous, on peut percevoir sur un élève, mais il y a les besoins qui se vivent en contexte par les élèves eux-mêmes et c'est ça qu'on a voulu aller chercher, comment eux s'exprimaient sur leurs besoins, de ce dont ils avaient besoin, puis quelle nature, quels besoins ils avaient explicitement. Tantôt, les questions qui vous ont été posées, là, euh, on voit qu'on peut avoir une continuité d'études. Le 8, là, on a une continuité d'études dans notre projet d'études, donc dans notre transition. Mais on voit qu'on peut aussi avoir un arrêt de projet d'études pour revenir. Donc, un arrêt parce qu'on se réoriente, on change d'établissement ou simplement un ajustement, ce qui nous amène dans une autre boucle de transition. Fait que je trouvais ça le fun de vous entendre tout à l'heure puis voir qu'on avait là une petite partie du modèle de soutien aux transitions. On l'a déjà évoqué souvent, 10 grandes catégories de besoins. C'est les catégories de besoins qui nous ont servi dans cette étude. Vous pouvez avoir accès là, à l'ensemble des ressources qui ont été développées dans le cadre du grand projet, puis l'ensemble des outils qui ont été développés en lien aux 10 grandes catégories de besoins dans un autre temps, mais au moins vous aurez les liens dans la présentation PowerPoint. Ça nous amène donc à l'objectif général du projet, qui était de répertorier les besoins de soutien aux transitions vers la formation générale des adultes ou vers la formation professionnelle d'étudiants et d'étudiantes inscrits dans ces voies de formation depuis moins de 11 mois ou moins. Une transition, ça ne dure pas que 2 semaines. Si je reviens à notre boucle, les transitions se vivent et l'expérience se module au fil du temps en fonction des exigences du programme, des cours, des contextes, des environnements. Alors, l'idée du 11 mois, c'est que les besoins contextualisés pendant mes 2 premières semaines peuvent être bien différents des besoins que je rencontrerai après 6 mois dans le milieu d'études, mais ça demeure une expérience de transition. Donc, je vais vous présenter la méthodologie en bref, hein, on ne passera pas une demi-heure là-dessus, mais quand même, je pense que c'est important de bien cadrer ce qui a été fait parce qu'il y a un travail colossal qui a été fait à Montréal, puis on remercie encore hein, les centres de services scolaires participants, les commissions scolaires anglophones. C'est un projet, il faut le mentionner, c'était la première fois hein, que des 5 centres de services scolaires et commissions scolaires se réunissaient ensemble pour faire un travail de recherche pour soutenir les élèves, hein, pour apprendre à mieux les connaître. Donc, on a deux volets dans notre méthodologie. On avait tout d'abord un volet quantitatif qui s'est fait par un questionnaire en ligne. On a 2367 élèves de nos 5 centres de services scolaires commission scolaire, donc en FGA, on avait 740 élèves, en FP, 1627. Les questionnaires duraient environ 20 minutes et la collecte a commencé fin 2024 et s'est terminée en juin 2025. Ça, c'était varié d'un centre à l'autre parce que les périodes étaient différentes d'un centre à l'autre. Puis on allait chercher vraiment nos 10 grandes catégories de besoins qu'on a mentionnées, que Nadia a mentionné tout à l'heure. Ben, le questionnaire était divisé en 10 grandes catégories de besoins. Pour chacune, on avait des items spécifiques qui allaient documenter des besoins en lien avec ces catégories-là. Donc, au total, on avait environ 60 items hein, pour explorer ces 10 grandes catégories de besoins-là. La participation était entièrement anonyme
et volontaire, c'est important de le mentionner. On n'allait pas chercher de données nominales, on n'allait pas faire de croisement avec des données administratives. Puis c'était sous la responsabilité de chaque centre de service scolaire ou commission scolaire le recrutement. Puis par la suite, hein, une fois que nos questionnaires ont été lancés, ben, pour chacune des centres de services scolaires, commissions scolaires, ben, il y avait un volet qualitatif qui était mené. Donc, on a 17 groupes hein, de discussion qui ont été menés. Au total, ça fait 109 élèves. Donc, chaque groupe était composé d'environ 3 à 10 élèves. C'était tenu entre janvier et octobre 2025. Puis on avait à peu près un à deux groupes par secteur, donc FP ou FGA, par centre de services scolaire ou commission scolaire. Donc, il y a toute une analyse par la suite qui a été faite euh, en lien avec les données quantitatives sur les besoins prioritaires qui ressortaient pour la l'AFP ou la l'AVIA dans chaque centre de service scolaire. Puis c'est un peu ça qui a mené à l'élaboration de guides d'entretien plus spécifiques par groupe. Puis on allait creuser ces questions-là avec eux pour vraiment aller chercher un petit peu plus sur leur expérience, sur les services qui étaient appréciés, sur peut-être des recommandations peut-être qu'ils avaient à nous formuler par rapport à des services qu'ils aimeraient peut-être voir en place ou améliorer. L'échantillon quantitatif, c'est important de le mentionner parce que tout à l'heure, on va vous présenter des profils, hein, puis les différents profils ils ont été menés, élaborés grâce à des classes latentes. Puis de manière générale, on voit que, on a un peu plus de filles dans notre échantillon que d'hommes en FGA. Puis au niveau des garçons, on voit que c'est le contraire, c'est un peu plus en FP qui sont un petit peu plus nombreux. Puis au niveau de nés à l'étranger, c'est à peu près une personne sur deux hein, qui est née à l'étranger dans notre échantillon, à la fois en formation générale des adultes ou en FP. Puis au niveau des personnes à charge, à peu près une personne sur 20 qu'on soit en FGA ou en FP qui en ont à la maison, donc des enfants à charge en bas de 18 ans. L'âge n'est pas indiqué là, mais je suis allé voir tantôt pour me rappeler les données parce qu'il y en a énormément. Mais quand on regarde au niveau de l'âge, au niveau de notre échantillon, la formation générale des adultes est composée à peu près de moitié de 16-24 ans et moitié en haut de 25 ans et plus. Puis au niveau de la formation professionnelle, ben, c'est à peu près le tiers de nos répondants-répondantes qui ont entre 16 et 24 ans et le deux tiers qui ont en haut de 25 ans. Au niveau des stratégies d'analyse, là, il y a beaucoup de détails. Je pense que l'important à retenir au niveau du volet quantitatif, parce que tout ça, c'est dans le rapport de recherche, mais aujourd'hui, ce qui est important de relever, c'est les analyses de classes latentes, hein. On a identifié 5 profils d'élèves selon leurs besoins de transition. Donc, en gros, c'est quoi ça, une analyse de classe latente? C'est un peu de regarder, est-ce qu'il y a des patrons de réponse qui existent dans l'ensemble de nos participants, participantes? Puis si oui, dans quelle mesure, dans quelle proportion on les retrouve dans notre échantillon? Puis qu'est-ce qui est intéressant dans notre population, là, dans notre échantillon? C'est qu'il est tellement grand qu'on peut quand même dire que ça représente les élèves montréalais en FP et en FGA. Donc, on va le voir tout à l'heure à quoi ça va ressembler. Donc, en gros, des analyses un petit peu plus poussées que nos tests de Q2 qui vont juste faire la différence entre, mettons, les hommes et les femmes par rapport à un besoin spécifique. Là, on prend l'ensemble ou presque de nos besoins, on va ressortir quel patron de réponse en ressortent, puis est-ce qu'il y a des groupes qui ressortent de ça ou non. Puis au niveau qualitatif, ben là, on a pu analyser nos 10 grandes catégories de besoins à l'aide de deux grandes questions. Donc, comment le besoin est-il vécu par les élèves, puis dans quelles mesures de soutien sont appréciées et souhaitées. Donc, au niveau des recommandations aussi. Ça a été fait à l'aide de NVivo 14. Puis il y a eu des analyses transversales, des points de convergence et de divergence entre la FP et la FGA. On passe maintenant à nos 5 profils de besoins. Donc, rapidement, puis la plupart d'entre vous, sûrement, vous ne comprenez pas ce tableau-là, puis c'est complètement normal, mais je vais quand même le mettre parce que ça nous indique quel modèle qu'on a sélectionné. Ici, vous voyez le modèle D, c'est un modèle à 5 profils. Plus que l'AIC, le BIC, puis le DL, puis le log vraisemblance, ben, le DL est bas, plus que notre modèle est robuste ou le fit est bon. Puis on voit ici l'entropie, c'est plus qui est élevé, plus que notre modèle, il classe bien ce qu'il a à classer, puis que chaque personne va se retrouver juste dans un profil plutôt que dans plusieurs profils. On voit que dans le modèle D, c'est un petit peu plus élevé. Puis entre 0,70 et 0,80, on peut considérer le modèle comme assez bon.
Puis en haut de 80, là, ça serait quasiment de la perfection, mais c'est assez rare en sciences humaines et sociales que ça arrive. Donc, on voit aujourd'hui qu'on a 5 grands profils qui ressortent de nos analyses de classe latentes. De la gauche, c'est nos élèves avec un petit peu moins de besoins ou des besoins un peu plus spécifiques, mais moins élevés. Puis plus qu'on se déplace vers la droite, plus qu'on a des profils où que les besoins sont plus importants. Puis on peut presque considérer que ces élèves un peu plus à risque, que les besoins doivent être peut-être soutenus davantage en début de transition pour éviter de les perdre ou que l'expérience de transition soit difficile pour eux. Donc, on commence par notre profil 1, l'élève autonome, ça équivaut à peu près 13,6 de nos élèves. Le profil 2, c'est l'élève en construction de son projet. Le quart de nos élèves, on va voir tout à l'heure chaque profil en détail. Puis notre profil le plus nombreux, c'est les élèves en quête d'équilibre et d'appartenance, avec presque 33 de nos élèves. Profil 4, élèves en mode survie financière, à peu près un élève sur 10. Et presque un élève sur 20 qui va se retrouver en surcharge sur l'ensemble des grandes catégories de besoins. Donc, allons explorer ensemble le profil 1, l'élève autonome. Donc, notre élève autonome, c'est vraiment un peu notre profil de référence pour l'autonomie quand on le compare aux autres profils. On n'a quasiment aucun besoin en matière de transition qui est nommé sur l'ensemble de nos 10 grandes catégories de besoins. Il se sent souvent assez compétent, outillé, bien entouré. Mais en général, il possède un projet d'études porteur de sens, des fois qui va rester à clarifier, mais il sait pas mal où est-ce qu'il s'en va. Puis il y a quand même un bon niveau d'intégration au centre, hein, puis il se sent quand même compétent dans son rôle d'élève. Mais il y aurait peut-être un biais possible hein, quand on regarde ce type d'élèves-là. C'est peut-être des fois des élèves qui tendent à surestimer leur autonomie. Ça, c'est quand même important de le mentionner. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de nos élèves ici sont entièrement autonomes. Donc, il faut quand même mettre en place des mesures pour s'assurer que ces élèves-là qui rentrent très confiants, qu'en cours de route, cette confiance-là peut-être ne s'effrite pas parce que ça se pourrait qu'elle s'effrite. Donc, c'est pour ça qu'on recommande peut-être un suivi minimal et stratégique pour détecter toute chute soudaine de motivation ou peut-être l'émergence de besoins un peu plus intenses que notre élève n'a pas nécessairement anticipé puis qui va survenir en cours de route lors peut-être des premières évaluations ou après quelques mois à travailler dans des cahiers puis qu'on voit que ça avance un peu moins, bien là, peut-être que cette motivation-là va se mettre à s'effriter. Mais on peut aussi se servir de ces types d'élèves-là comme des ambassadeurs. Donc, si on a des élèves dans notre centre pour qui ça se passe très bien, mais pourquoi ne pas mettre de l'avant cette expérience-là, puis les intégrer dans des mesures qui visent peut-être à être jumelés avec des élèves qui vont rentrer, de les intégrer dans des projets un peu plus fédérateurs qui vont travailler sur la- comment on pourrait dire ça, sur soit du pairage pour aider d'autres élèves dans leurs études ou dans des activités parascolaires. Donc, ça peut être des jeunes beaucoup plus à risque, pas à risque, mais qui vont avoir tendance à peut-être un peu plus s'impliquer dans le centre. Donc, nous, on valorise ces élèves-là. Puis là, maintenant, on va passer à notre profil 2. L'élève en construction de son projet, puis ça, c'est intéressant parce qu'on avait une question dans le chat tantôt de Sophie Gascon qui disait, ben, tu sais, qu'est-ce qu'il y en est des élèves, que c'est un peu plus difficile d'orienter les élèves issus de l'immigration. Donc, on voit quand même, de manière générale, on a un quart de nos élèves qui soient issus ou non d'immigration qui font partie de ce profil-là. C'est besoin centré sur la clarification d'un projet professionnel, mais aussi du rôle d'étude. Donc, ils sont vraiment en cours de définition de leurs aspirations professionnelles. Ils ont une volonté de s'outiller aussi face aux responsabilités de la vie adulte. Dans nos données, on voit que c'est un peu plus le cas aussi pour nos personnes qui viennent de l'étranger. Ils ont un fort désir de mieux se connaître, donc valeurs, intérêts, personnalité. Encore une fois, quand on va voir, puis ça c'est tout dans le rapport, nos élèves issus de l'immigration, on se rend compte que tout ce qui est connaissance de soi, introspection, connaissance des intérêts professionnels, c'est un petit peu plus fort hein, chez nos élèves issus de l'immigration, mais aussi chez nos élèves issus des minorités visibles, qui ont un besoin modéré concernant la gestion du stress et l'organisation scolaire.
Donc, c'est des personnes pour qui le projet professionnel est encore flou, mais sont dans une dynamique active de construction. Ça veut dire que si on arrive à les prendre à ce moment-là de leur parcours, lorsqu'ils ont des besoins un peu plus élevés, ils risquent de bien répondre aux mesures qu'on leur offre, puis d'être actifs hein, dans ces mesures-là parce qu'ils se cherchent, puis ils sentent qu'ils ont besoin d'avoir un projet pour les soutenir dans leur motivation à continuer leurs études. Donc, on a plusieurs recommandations possibles. Clinique d'orientation éphémère, mettre en place des kiosques peut-être sur l'heure du dîner dans les espaces communs. C'est normaliser le fait que c'est correct de se chercher encore professionnellement. C'est correct de ne pas avoir un projet encore porteur de sens, mais que c'est bien d'en parler, puis on va encourager ces initiatives-là pour que les gens entre eux puissent en discuter. Euh, Mettre des mesures de micro-stage et de maillage avec les entreprises. Donc, on va vraiment favoriser le plus possible des visites éclairs en entreprise, des midi-conférences animées par des professionnels, mais aussi offrir des ateliers pratiques sur la gestion financière, la signature d'un bail ou le droit du travail. Donc, tout ce côté-là, le soutien face aux responsabilités de la vie adulte, ben, de le mettre un petit peu plus en avant-plan dans nos centres. Maintenant, je vais laisser la parole à Nadia qui va nous amener le volet un peu plus qualitatif par rapport à ce profil-là. En fait, en lien aux besoins de ce profil-là, quand les jeunes étaient invités à s'exprimer sur les mesures et les pratiques qu'ils appréciaient ou encore les mesures et les pratiques qu'ils auraient aimé ou qu'ils aimeraient avoir, faut savoir que ce qui était apprécié d'un côté était nommé par d'autres jeunes qu'ils ne l'avaient pas, mais qui voulaient l'avoir. Fait que déjà, il y a une convergence dans les discours, avec parfois quelques nuances FGA, FP. Alors, au niveau là, d'apprendre à mieux se connaître, en formation générale des adultes, puis même en FP, la trame de fond, c'est le dialogue. Avoir des espaces pour être en dialogue, donc des ateliers de groupe. Mais les ateliers de groupe peuvent porter sur nos intérêts, sur nos forces, nos valeurs, des réflexions individuelles aussi, mais qui vont être accompagnées, ces réflexions-là individuelles. Donc, une espèce d'alternance entre des moments où on nous propose des activités suivies d'un moment de recul où moi, individuellement, je peux penser à mon affaire finalement. Des expériences concrètes. Alors, on nous parle beaucoup de l'importance d'avoir justement des expériences qui nous permettent d'aller plus loin dans la connaissance qu'on a de nous-mêmes, des échanges avec des personnes professionnelles. Et les personnes professionnelles, on est autant avec des professionnels des services éducatifs complémentaires qu'avec des professionnels hors établissement qui pourraient exercer un métier, par exemple. Mais c'est toujours des façons d'entrer en dialogue, mais également le réseautage entre pairs. Alors, on pourrait penser à nos ambassadeurs de notre profil 1 qui pourraient venir contribuer aux réflexions de certains élèves. Au niveau de la formation professionnelle, un des éléments qui est aussi mis de l'avant, c'est la nécessité de renforcer l'accompagnement individuel. Alors, ceux qui ont cet accompagnement-là en sont très heureux, les autres le souhaitent. Pourquoi? Pour multiplier les interactions avec les gens de métier. Parce qu'en discutant avec des gens de métier, j'en apprends encore sur moi, sur est-ce que moi je me vois là-dedans, est-ce que ça répond à mes valeurs, est-ce que mon appréciation du travail dans ce métier-là était juste ou pas. Favoriser le réseautage, pas juste comme étudiant ou étudiante, mais aussi une fois sorti de l'école pour m'aider à aller vers le milieu du travail et faire ultimement des demandes d'emploi. Les outils de validation de choix de carrière, c'est encore, même si on est déjà dans une FP, même si on a déjà choisi une orientation, les élèves manifestent encore le besoin de continuer à valider leur intérêt choix de carrière et bénéficier d'un soutien humain pour l'exploration professionnelle et personnelle, donc ce rapport à l'autre, l'accompagnement de proximité. Si on regarde un autre besoin qui s'inscrit bien dans ce profil-là, c'est celui de s'informer sur les programmes d'études et le travail. Et ce qui ressort de leur discours, on y revient encore vers l'accompagnement personnalisé, mais aussi sécurisant. Tantôt, David a parlé de l'importance de normaliser le fait qu'on se pose encore des questions. Dans nos travaux, ce besoin-là, de mieux se connaître pour mieux se projeter, de réfléchir à notre orientation professionnelle, c'est vrai même à l'université. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui semble suivre les élèves.
Formation générale des adultes, on demande donc d'optimiser encore une fois l'accompagnement individuel à travers des interactions directes avec ceux et celles qui agissent en orientation, avec les conseillers d'orientation ou d'autres personnes dans le champ. Interaction directe, ça veut dire que oui, parfois on est en groupe, mais parfois on peut avoir une interaction euh, plus proche. Immersion concrète dans les milieux, aller visiter des milieux de travail, même si on est dans un programme de formation générale, pour pouvoir voir comment ça se passe et particulièrement pour les élèves issus de l'immigration, une meilleure compréhension du système scolaire québécois. Ça fonctionne comment? C'est quoi les attentes dans ce milieu-là? Alors, tout ce qu'on prend pour acquis parce qu'on a navigué là-dedans, ben tout ça est de la nouveauté à gérer pour les élèves issus de l'immigration. Même chose pour la connaissance des programmes de formation qui mènent directement à l'emploi. Alors, il y a ce souci-là en FGA de faire ce que j'ai à faire pour trouver une formation qui va m'amener rapidement en emploi. Au niveau de la formation professionnelle, renforcer les échanges professionnels, comment avec différentes interactions avec les mentors du milieu de travail. Ça me permet encore une fois de m'informer sur le travail qui pourrait être le mien. Un accès accru au CO. Alors ici, certains nous disent oui, moi j'ai ça, et d'autres souhaiteraient avoir cet accès. L'interaction avec d'anciens élèves, donc des anciens élèves qui sont passés par l'AFP, qui font maintenant un métier ou un autre, avoir ces accès-là pour continuer le dialogue et l'accompagnement, le soutien personnalisé humain d'une part, mais aussi technique, parce qu'en FP, donc on veut avoir ce lien humain, mais on a aussi besoin de quelqu'un qui va nous renseigner sur les dimensions plus techniques du travail et pour les élèves issus de l'immigration, un soutien accru pour gérer la motivation, l'anxiété et la complexité des démarches administratives et migratoires. Alors, quand on s'informe des programmes d'études, c'est jamais simple parce qu'il y a toute une complexité administrative. Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que mon statut me permet de? Et ça gère de l'anxiété. Et plus on est soutenu dans ce processus-là, plus on serait motivé à poursuivre malgré les embûches. Finalement, le dernier qu'on va regarder ici, compte tenu qu'il y avait un besoin modéré de gestion du stress, je l'ai gardé pour plus tard, ou c'est un besoin prégnant, mais se préparer à devenir un adulte responsable, c'était aussi un élément fort de ce profil-là, du deuxième profil. En fait, les jeunes nous disent, des adultes, on est des adultes, on veut être traités comme des adultes, mais on est encore en apprentissage. Alors, à la FGA, sentir qu'on nous reconnaît comme étant des adultes à part entière, mais en processus d'apprentissage. Alors, des formations pratiques sur l'autonomie financière, la gestion quotidienne, là, le budget, la cuisine, la recherche d'emploi, l'écriture d'un CV, du mentorat, des groupes de discussion pour briser l'isolement puis se rendre compte que je suis pas tout seul à être en train d'apprendre ces dimensions-là. Et bien sûr, un équilibre entre le soutien académique et les compétences organisationnelles. Et là, je parle pas de l'organisation de l'agenda scolaire, là, je parle de l'organisation entre mon travail à temps partiel, mes amis, le travail, l'école, les études. C'est très difficile de gérer pour plusieurs, c'est un apprentissage. Finalement, au niveau de la formation professionnelle, le défi était beaucoup plus grand pour les jeunes issus de l'immigration. Euh, donc, besoin de soutien logistique et moral. Le soutien logistique, on revient à toute la question à la fois de la compréhension des mécanismes en place dans le système scolaire québécois, mais aussi de toute la logistique, pardon, de l'épicerie. Ça fonctionne comment une épicerie ici? On paye comment? Où est-ce que je trouve les produits que moi j'avais l'habitude d'utiliser? Euh, alors, l'appropriation du trajet d'autobus, alors que moi, j'ai jamais pris, je connais pas ces trajets-là, je connais pas ce milieu-là. Briser l'isolement dans un cadre de vie inconnu, donc des activités qui me permettent d'apprendre à devenir un adulte responsable, mais pas isolément, avec d'autres personnes et finalement un dispositif de soutien personnalisé. Peut-être juste vous dire que sur briser l'isolement dans un cadre de vie inconnu, dans un autre centre qui est pas à Montréal, on a engagé en réponse à un besoin similaire une personne en animation
qui organisait des sorties avec les élèves. Alors, on prenait l'autobus, on allait faire des sorties. Elle était un peu l'entremetteuse pour mettre les gens en contact, puis en même temps, être là, présente pour les accompagner dans tout ce processus-là. Puis ça a donné de super bons résultats. À toi, David. Nadia, je pourrais continuer à t'écouter pendant 1 heure encore. Donc, on passe au troisième profil, l'élève en quête d'équilibre et d'appartenance. Donc, notre groupe le plus nombreux, le tiers de nos élèves. Donc, on voit, hein, c'est le profil le plus fréquent. Donc, pour eux, la réussite est intimement liée à leur développement d'un sentiment d'appartenance. Par sentiment d'appartenance, c'est à la fois le centre, ça représente quoi pour moi? Est-ce que je me sens bien dans ce centre-là? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je peux y exercer des activités un peu différentes que l'étude, hein, puis que mes cours? Est-ce que je peux y trouver des activités dans lesquelles je peux m'épanouir comme personne, puis que je puisse apprendre à me connaître tout ça à travers ces activités-là, mais dans lesquelles aussi je pourrais créer des liens avec les autres. Donc, est-ce que dans mon centre, il y a des espaces qui me permettent de socialiser avec les autres? Donc, pas juste d'être un élève, mais d'être une personne qui rencontre d'autres personnes, qui crée des liens d'amitié. Puis pour ces personnes-là, ça aide à la motivation scolaire énormément. Puis en même temps, donc, il y a ce besoin qui est très fort, mais ils ont aussi des besoins très forts de conciliation, études, travail, famille. Donc, ils ont beaucoup de responsabilités. Ça génère un niveau de stress assez élevé. On remarque que ces personnes-là ont des défis d'organisation du temps assez élevés, puis ont des besoins aussi modérés, donc beaucoup moins importants, mais qui sont quand même présents, d'orientation et de connaissance de soi. Donc, dans les recommandations, puis on ne passera pas l'ensemble des recommandations que nous, on a fait, puis on va en voir tout à l'heure au niveau qualitatif, mais c'est d'être capable, peut-être dans nos centres, si on a les moyens de déployer des activités d'intégration, hein, récurrentes, puis peut-être repenser l'aménagement des espaces de socialisation. Là, c'est pas à Montréal l'exemple, je pense que c'était plus à Mauricie, mais on a embauché, par exemple, une technicienne en loisirs. La technicienne en loisirs, son rôle, c'était d'amener une vie, hein, à l'intérieur des centres dans lesquels elle travaillait. Fait que c'était d'organiser des événements sur l'heure du dîner, c'était d'organiser des événements thématiques, la Saint-Valentin, des événements qu'on fait participer aussi le personnel scolaire. Donc, toute l'équipe école va participer. Fait que ça amène une vie à la fois chez les élèves, mais chez le personnel. Les deux apprennent à se connaître, donc les élèves apprennent aussi à connaître leur enseignant, leur conseillère d'orientation, là où la secrétaire. Puis ça, c'est un aspect dans nos données qui ressortent beaucoup, hein. Nos élèves nous le disent. Moi, c'est important pour moi que j'apprenne à connaître les personnes qui m'enseignent, les personnes que je vais aller voir lorsque j'ai besoin d'aide au niveau psychologique. Donc, j'ai envie de les connaître le côté humain. Puis qu'à travers ces activités-là, une vie un peu plus active dans le centre au niveau de la vie étudiante, ben, ça peut permettre, hein, ce déploiement-là de la connaissance de l'autre. Puis d'amener aussi peut-être dans notre centre un peu plus d'ateliers de gestion du temps pour ces élèves-là, hein, pour qui la conciliation études, famille-travail est assez difficile. On l'a vu dans le profil précédent, ça ressortait aussi. Donc, d'amener des outils concrets, hein, pour comment qu'on fait pour prioriser nos différents rôles, puis peut-être d'amener des témoignages d'élèves qui sont passés par là, qui l'ont pas eu facile, qui ont peut-être fait des retours aux études avec des jeunes enfants qui travaillaient en même temps. Donc, comment ils ont fait? Donc, de les mobiliser, ces personnes-là, pour qu'ils puissent nous donner des exemples, qui deviennent des modèles positifs, hein, dans nos centres pour des élèves qui rentrent, qui sont peut-être pas certains qu'ils vont arriver à concilier tout ça. Puis ça va aussi créer des connexions, hein, entre des élèves qui débutent puis qui vont avoir des modèles. Donc, ça fait un lien un peu plus fort avec différents élèves. Donc, je vais laisser la parole à Nadia pour les données qualitatives. Il nous reste que 15 minutes déjà. Il nous reste deux profils, une petite conclusion. Puis moi, puis David, on vous parlerait pendant des heures. Je pense que c'est évident. Peut-être juste répondre à Marie-Ève Roger qui disait, on dirait que ce qui est dit là pourrait aussi s'appliquer au niveau de la formation générale jeune. Fait que je trouvais juste important de dire qu'on a fait des études similaires avec le secteur des jeunes, secondaire, adaptation scolaire, pré-DEP. Puis effectivement, on avait des besoins similaires qui étaient évoqués avec des suggestions similaires. Fait que je voulais juste là, le placer que tous ceux et celles qui interviennent à la formation générale jeune
il y a aussi là-dedans des pistes fort intéressantes pour vous. En lien donc au troisième profil qui vient d'être présenté, ben c'est tout le sentiment d'appartenance. Il y a des travaux antérieurs, notamment de Clerc, qui disaient après 2 semaines, des jeunes peuvent quitter parce qu'ils sentent qu'ils pourront pas s'insérer dans cette communauté-là. Alors c'est vraiment important de s'y attarder. Et ce que les jeunes nous disent, c'est que ça peut se faire, vous pouvez nous aider, mais par l'accroissement des interactions sociales. Donc, un espace de vie axé sur les interactions entre humains. Souvent, on va me dire oui, mais on leur propose quelque chose puis ils viennent pas. C'est comme si effectivement ils ont besoin d'être amenés vers l'activité, notamment, par exemple, avec la technicienne en loisirs, l'exemple que donnait David, qui a fait la grosse différence sur la persévérance scolaire des élèves dans leur centre. Donc, l'accueil et l'écoute du personnel, ça comprend les enseignants, ça comprend tout le personnel en place, des activités parascolaires. David l'a évoqué un petit peu aussi, là, tu sais, ça peut être à travers une activité de Saint-Valentin ou autre, mais on veut avoir des activités et des moments, des espaces communs et dynamiques, de même que des environnements de classe plus stimulants. Et l'environnement de classe plus stimulant, pardon, on peut être dans des environnements flexibles, on peut être dans un environnement où on peut travailler parfois en diade et s'entraider, et finalement le mentorat et la reconnaissance de l'engagement personnel. Certains jeunes nous parlent à quel point la reconnaissance de leur engagement personnel est un moteur et les aide à se sentir bien dans la communauté. Au niveau de la l'AFP, on est encore dans la qualité des relations humaines, l'accueil personnalisé, le mentorat par les pairs les plus expérimentés, des aménagements d'espaces de détente communs. Alors, c'est pas la gang de mécaniques ensemble, puis la gang... Non, on peut se croiser, on peut se parler, on a des espaces. Fait que l'espace n'est pas déterminé par l'emploi, l'espace est déterminé par sa fonction de socialisation. Des groupes virtuels aussi. Alors ici, on est plus dans ceux qui ont une formule où on peut avoir des cours en ligne. Alors des groupes virtuels avec des rencontres occasionnelles pour briser l'isolement. Donc, si j'apprends en ligne, ben avoir un moment d'échange virtuel, de socialisation, on trouve que c'est une bonne idée. Et si on peut se rencontrer physiquement à l'occasion, ben ça nous aide à rester engagés. Et finalement, l'égalité de traitement et le soutien entre pairs. Et dans l'égalité de traitement, certains avaient le sentiment que le traitement n'était pas toujours équitable en fonction de leur origine, donc né à l'étranger ou pas, la peau noire ou pas, parfois même aussi le fait d'avoir des retards ou pas, même si pour des bonnes raisons, ils avaient le sentiment que ça faisait en sorte qu'on ne les traitait pas de la même façon. Finalement, la conciliation études, travail et famille, qui était le deuxième gros besoin prioritaire dans le troisième profil, ben, et on l'a évoqué, hein, toute la question de l'organisation de l'horaire, mais il y a ça aussi là-dedans, jongler avec les responsabilités académiques, professionnelles et familiales. Donc, on revient beaucoup, beaucoup à la FGA avec beaucoup de passion dans les mots sur l'importance de la flexibilité institutionnelle, horaire adapté, option d'apprentissage hybride et prise en compte des imprévus. Euh, puis j'ai pas le choix de faire un lien avec les familles. Dans ce souci de flexibilité-là, oui, ça peut être des étudiants ou des étudiantes ou des élèves qui ont plus de besoins d'apprentissage, qui demandent un horaire un peu plus flexible. Par contre, on a aussi là-dedans des jeunes qui ont des longs trajets à faire pour se rendre au centre et qui va parfois occasionner des retards. On a des jeunes là-dedans qui ont des enfants. Ça, parfois, ça va occasionner un retard, des conflits d'horaire, un enfant malade, un enfant que je dois laisser à la garderie, je suis en retard. Et là, j'arrive devant des réprimandes en quelque sorte dues à mon retard. Alors, il y a toutes sortes de scénarios qui s'y prêtent, mais cette notion de flexibilité, elle est prégnante dans le discours, un espace de réseautage et le mentorat axé sur la conciliation travail-études-famille, c'est une suggestion et un besoin évoqué par
les gens qui ont des familles. Au niveau de la FP, ben, on est aussi dans la flexibilité d'horaire avec des options d'apprentissage hybride. Il faut savoir que les options d'apprentissage hybride, je peux pas être là, mon enfant est malade. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse quand même assister aux rencontres, même si je sais que je pourrais peut-être pas faire les exercices pratiques? L'accès à un service de garde au centre pour faciliter justement l'organisation. Le soutien psychologique a été clairement évoqué au niveau de la FP comme étant un besoin important, fait qu'une mesure appréciée si j'y ai droit, sinon une mesure que je souhaite avoir pour répondre à cette réalité-là de conciliation. Et finalement, la collaboration entre les centres de formation professionnelle et les employeurs pour faire en sorte que mes stages soient plus près de la maison. Puis si mes stages sont plus près de ma maison, ça va venir faciliter cette conciliation-là. À toi, David. On va être efficace. Il nous reste 10 minutes. Ah, désolé, le chat, il voulait de l'attention. Donc, profil 4, l'élève en mode survie financière, un élève sur 10, hein. C'est quand même des élèves très à risque d'interrompre leur projet d'études parce que justement, ce projet-là, les finances, c'est un enjeu prioritaire. Au niveau des autres besoins, ça va relativement bien, mais c'est vraiment à ce niveau-là que la transition est fragilisée par une situation économique précaire. Donc, leurs compétences scolaires sont bien présentes. Ils ont quand même une bonne intégration aussi au centre, mais ils font face à des barrières financières et matérielles majeures. Ça peut être des élèves, peut-être qu'ils ont de la difficulté à se nourrir au quotidien. Peut-être que ils ont besoin d'avoir un déjeuner gratuit au centre ou d'avoir des banques alimentaires, peut-être de temps en temps dans la semaine directement au centre. Besoin urgent d'informations sur qu'est-ce qui est possible hein, en termes de bourses, de prêts, d'aide alimentaire. Ils connaissent peut-être pas toutes les ressources. Ils veulent en savoir plus de où est-ce que je peux aller chercher un peu plus d'argent, un peu plus de nourriture. Puis ils ont besoin d'accompagnement aussi, hein, quand il y a des formulaires à remplir, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un aspect qui ressort de leur expérience. Puis ils ont des défis aussi importants de conciliation horaire, travail et obligation. On voit, hein, tu sais, ça, c'est un défi qui traverse différents profils. Ils ont un risque très élevé d'interruption des études, comme je disais, en l'absence de soutien financier. Donc, c'est vraiment important de les prendre au bon moment, puis d'essayer de trouver des mesures qui vont pouvoir les accompagner dans ces moments critiques-là de leur vie. Donc, intervention, là, je ne rentrerai pas dans les détails ici parce que je pense que Nadia, tu en as plusieurs au niveau qualitatif. Puis ça va être, vous allez pouvoir l'avoir aussi la présentation par la suite. Donc, je vais te laisser, Nadia, pour qu'on ait le temps de voir l'autre profil par la suite. Oui, ben en fait, les ressources financières pour se concentrer sur ces études, les jeunes ont besoin de stabilité financière. Fait que les suggestions qu'ils font ou les mesures et les pratiques qu'ils apprécient sont en ce sens. Alors, au niveau de la formation générale des adultes, ils vont vraiment nous dire, j'ai besoin d'être accompagné dans les démarches d'aide financière. Le premier point, là, faire face à la précarité financière et les complexités administratives, c'est particulièrement vrai pour les familles et de même que pour les élèves issus d'immigration. On aimerait avoir un assouplissement de certaines règles. J'ai évoqué tout à l'heure l'exemple d'arriver en retard parce que j'ai amené mon enfant à la garderie, il y avait du trafic sur les routes. Ce faisant, ben, Emploi Québec, ils ont un rapport de mes retards, ça met en péril l'accès aux sommes ou une journée parce que j'ai pas pu y aller parce que je m'occupais de mon enfant. On a évoqué aussi l'idée de faire des collectes de fonds. Certains le font, d'autres ne le font pas, pour venir en aide d'urgence aux élèves et de faire une meilleure diffusion des offres d'emploi. En FP, on est aussi dans l'accompagnement personnalisé de marge d'aide financière. Alors, on souhaiterait avoir un accès accru à des programmes de bourse, avoir une attention particulière aux frais de scolarité. Encore une fois, ça touche les gens qui ne sont pas du Québec, euh, avec des frais de scolarité beaucoup plus importants et ça ajoute une pression financière, une insécurité et un stress. On évoque aussi en FP l'aide alimentaire, le soutien aux démarches d'accès au logement abordable, puis on revient encore sur des lieux de stage à proximité. Et là, c'est pas pour faciliter ma gestion école, famille, travail, c'est pour faciliter la réduction de mes dépenses dans ce cas-ci, le fait d'avoir un stage à proximité de la maison. On passe à notre cinquième profil, qui est un nom de profil assez comment on pourrait dire, prioritaire à aborder. C'est un élève sur cinq.
Donc, cet élève en surcharge-là, hein, c'est notre population la plus vulnérable parce que au niveau de nos 10 grandes catégories de besoins, à peu près 9, les 9 grandes catégories de besoins sur 10 sont nommées comme très fortement ressenties. C'est plus au niveau de la sentiment d'appartenance qu'on retrouve pas ce besoin-là. Donc, à ce niveau-là, ça va bien, mais au niveau, ils ont une méconnaissance marquée des services de soutien. Ils ont un doute sur sur leurs compétences. Ils savent pas trop c'est quoi leur projet d'orientation ou d'études. Ils subissent un stress psychologique très élevé au niveau de la conciliation du travail. C'est très difficile aussi. Au niveau des services, ils ont l'impression soit qu'ils les connaissent pas, soit que l'accès aux services est difficile. Puis c'est vraiment une population qui nécessite un accompagnement intensif et interdisciplinaire. Donc, nous, on propose peut-être des parcours d'intégration dès la préadmission, donc organiser une rencontre personnalisée avec une personne de référence avant même le début de la formation, à mettre en place un accompagnement de proximité, donc assigner une personne pivot dédiée pour garantir un suivi stable, humain et continu de ces élèves-là. D'avoir peut-être mettre en place du jumelage et mentorat, donc instaurer un système de parrainage par un élève mentor dès l'admission aussi, afin de briser l'isolement, hein. Donc ça, c'est un autre aspect de l'expérience qui peut être assez difficile. Puis de mettre en place des espaces d'échange inclusifs, parce que ça peut être des personnes aussi qui ne se sentiront pas nécessairement en sécurité, hein, dans leur centre pour toutes sortes de raisons. Ça peut être pour des raisons, par exemple, d'avoir le sentiment qu'on vit des injustices au niveau, ça peut être du racisme, ça peut être au niveau de l'orientation sexuelle ou de genre. Donc, créer des groupes de discussion encadrés visant à normaliser les défis, hein, qu'ils vont vivre, puis à déstigmatiser ce qu'ils vont vivre comme difficulté. Je te laisse la parole, Nadia. Euh, Donc, plusieurs besoins. Alors, il y a peut-être des choses qu'on a déjà évoquées dans d'autres profils qu'on peut ramener ici. Je le ferai pas, bien sûr, par manque de temps. Mais, chose certaine, il y a des besoins au niveau du soutien scolaire, ni plus ni moins, des mesures d'adaptation. Et ça passe beaucoup par le soutien par le personnel enseignant. Donc, des encouragements, que ce soit des aides enseignants, des enseignants ou les gens qui gravitent autour de l'apprentissage. Des classes plus petites fait partie des choses qui sont suggérées, la proactivité dans l'offre de soutien par le personnel enseignant. Fait que pas attendre qu'on soit vraiment dans l'échec au bout du rouleau avant d'aller nous fournir de l'aide, la qualité de la relation pédagogique. Et pour certains, c'est un soutien vers le collégial. J'ai juste envie de dire très, très rapidement que dans plein d'autres études dans ma carrière, la dimension soutien, qualité de relation pédagogique est toujours associée à la persévérance chez les élèves qui ont des défis scolaires. En FP, on est aussi beaucoup dans le soutien, dans l'encouragement et dans la patience. Donc, la disponibilité du personnel enseignant pour expliquer, pour réexpliquer l'équilibre entre la théorie et la pratique, parce qu'à travers la pratique qu'on arrive à intégrer la théorie, l'enseignement individualisé parfois, parce que j'ai besoin d'un coup de pouce de plus pour apprendre, et des rétroactions plus fréquentes pour apprendre de ses erreurs. On arrive aussi à un des gros obstacles, c'est faire face à la nouveauté, là, l'inconnu. Là. Quand j'arrive dans mon centre, je suis devant l'inconnu. Et les jeunes nous disent, on a besoin de comprendre dans quoi on s'embarque, donc transformer l'appréhension en engagement actif. Et ça nous amène, David, à l'autre diapo, qui porte justement sur s'approprier le métier d'élève dans cet environnement-là. Euh, le quoi, qu'est-ce qu'on fait ici, puis le comment on le fait. Alors, on est vraiment dans ces deux dimensions-là. Alors, le mode de fonctionnement, l'apprentissage par module, l'encadrement pédagogique, les suivis, quand les suivis sont plus fréquents, quand on a un meilleur encadrement pédagogique, pas juste disciplinaire, encadrement retard, encadrement pédagogique, à quel point c'est aidant, le recours à des outils numériques plus intuitifs, l'apprentissage à travers des jeux, des résumés de contenu, d'organisation de matériel. Ça ne veut pas dire qu'on enlève tout ce qui s'appelle modulaire, mais qu'on fait des mises au point à travers des quiz et autres pour voir où on en est rendu. À la FP, comprendre le mode de fonctionnement, c'est vraiment un élément important pour eux. À travers
les attentes du personnel, que ce soit verbalisé, explicité et graduellement, hein, parce que ça évolue au fil du temps, dépendamment d'où je suis rendue dans mon parcours. C'est quoi exactement les critères de réussite de compétences? Comment je dois comprendre ça? Ça fonctionne comment les reprises d'examen? Alors, beaucoup d'éléments là à clarifier à ce niveau-là. On arrive à démystifier le nouveau contexte d'études. Comment? Par l'accompagnement, certes, et aussi par le partage. Donc, l'accompagnement individuel avec des accueils structurés qui déjà explicitent le fonctionnement du centre, de la classe, des ressources, mais qui va y revenir dans l'année, soit à travers le mentorat, soit à travers le soutien des personnes enseignantes. Et bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure, des diverses activités parascolaires. Ça m'aide à m'approprier mon centre. Au niveau de l'AFP, on est dans l'amélioration des mécanismes de partage et d'accompagnement. Alors, le partage d'informations pratiques qu'ils apprécient énormément ou qu'ils souhaitent, la clarification des attentes administratives, évaluatives, le soutien accru dans l'expérience d'apprentissage et bien sûr un soutien accru en lien à l'immigration pour certains élèves. Il nous reste un besoin qui est celui de gérer l'incertitude, l'anxiété et le stress. Euh, alors oui, je vais prendre le 5 minutes de plus, Mireille. J'avais déjà pensé tricher un petit peu puis l'annoncer dans la prochaine diapo. Donc, au niveau de la FGA, pour gérer l'incertitude, l'anxiété, les sources de stress, ben, on est à la recherche d'un équilibre et d'un soutien psychosocial. Alors, quand on a ce soutien-là, c'est très apprécié. Si on ne l'a pas, ben, on le souhaite, on le veut, on le demande. Alors, des espaces de repos et un accès accru aux services psychosociaux. Euh, Puis dans ces espaces-là, ben, l'accent est mis sur la gestion du stress lié aux responsabilités multiples, l'accès à des activités physiques pour m'aider à gérer mon stress justement, puis à laisser aller le trop-plein, puis un cadre scolaire qui est humain et bienveillant. Fait qu'on voit qu'on a déjà des liens avec ce qui a été dit auparavant, là. Le fait d'être dans un environnement où je me sens en sécurité, où je sens que je suis accueillie malgré mes défis, malgré mon stress, ça va venir m'aider. Finalement, un accompagnement social structuré, notamment pour les personnes issues de l'immigration ou ceux et celles qui ont une famille ou qui vivent dans une famille où ils ont des responsabilités familiales, hein, les deux sont présents. Donc, nouveau contexte, démarche administrative complexe, on l'a évoqué. L'information sur les ressources communautaires disponibles. Alors oui, les ressources du centre, mais les ressources aussi à l'extérieur du centre qui pourraient venir m'aider, c'est une autre mesure qui serait appréciée ou qui est appréciée. De mémoire, ça nous amène à la conclusion. Voilà. Ah, non, on va aller les deux d'avant. 30 secondes, 30 secondes. Chose certaine, il y a un consensus. C'est juste ça que je veux que vous reteniez. Il y a une cohésion dans les discours, des leviers un petit peu différents parfois, mais il y a vraiment une cohésion dans les discours, puis il y a beaucoup de points de rencontre en FGA, FP. On passe au suivant. Important de savoir que les besoins agissent en synergie. On l'a vu à travers les profils, hein. Des fois, c'est un besoin modéré, des fois, c'est un besoin plus prégnant. Alors, on les a un peu répartis dans les différents profils, mais est-ce que mon besoin prioritaire est le stress, la gestion du stress, ou mon besoin prioritaire est de m'approprier le mode de fonctionnement? Tu sais, c'est la poule et l'œuf. Alors, il y a une synergie entre ces besoins-là qui fait en sorte qu'on pourrait agir sur un besoin et qu'un autre besoin reste à répondre ultérieurement. Prochaine. Là, c'est vrai. Conclusion, il me reste 2 minutes. Top chrono. 4 constats, 30 secondes par constat. Le premier, reconnaître l'autonomie des élèves. Reconnaître le fait qu'ils sont des adultes, mais des adultes en apprentissage. Savoir aussi que être autonome, ça peut aussi vouloir dire demander de l'aide. Et là, je pense notamment au premier profil. Pour des élèves ou certains élèves, demander de l'aide, ce n'est pas faire preuve d'autonomie. Et je dirais pour certains adultes aussi. Alors là, il y a un petit travail de clarification à faire ici sur le sens de l'autonomie. Deuxième constat, la nécessité d'adopter des pratiques souples, on a parlé souvent de flexibilité, et inclusives, être accueilli, bienveillant,
malgré mon origine, malgré le fait que j'ai parfois des retards ou pas, malgré le fait que j'ai des difficultés scolaires ou pas. Donc, les besoins d'horaires adaptés, la tolérance aux retards ou aux absences liées souvent à des obligations familiales et une valorisation de la bienveillance et de l'empathie. Donc, on est dans le rapport humain avec l'équipe école. Ça, c'est un gros moteur de persévérance. 3, reconnaître la variabilité et la complexité des besoins des élèves. On l'a vu à travers les profils, hein, il y a souvent un amalgame de besoins. Nous, on le voit dans les travaux qu'on fait sur les transitions, sur les 10 besoins qui sont issus de la voix des élèves. Ces besoins-là, ils cohabitent. Une année, dans la première session ou les premiers mois, il y a un besoin qui est plus prégnant. Après, ça change. Alors, les besoins vont au-delà du pédagogique, alimentaire, vocationnel, financier, psychosocial, mais ça va agir sur le pédagogique. Ça varie en fonction de l'âge, ça varie en fonction du statut, mais chose certaine, la proximité avec les pairs, avec les organismes, avec les enseignants, ce sont des beaux facteurs de prévention. Quatrième et dernier constat, l'importance de mesures de soutien aux transitions réussies. Il y a plusieurs mesures importantes, notamment les journées d'accueil. Si déjà à l'accueil, je sens qu'on me prend là où je suis rendue, euh, que je peux avoir accès à un suivi personnalisé dès l'entrée en formation. Ça ne veut pas dire que c'est une rencontre à chaque jour, mais que je sais qu'il y a quelqu'un que je peux aller voir quand il y a quelque chose qui se présente, que ce soit un père, mentor ou autre, c'est vraiment important. L'importance des lieux de socialisation et des ateliers qui dépassent strictement le cadre scolaire. Les ressources existent, mais est-ce que l'accès aux ressources est si clair, si limpide? Pour les jeunes, il y a un petit travail à faire là-dedans pour pas juste savoir qu'il y a des ressources, mais savoir comment y accéder. Voilà, avec nos 5 minutes de retard. Wow, wow, wow. Merci tellement du fond du cœur, Nadia et David, d'avoir porté la voix des élèves jusqu'à nous, de nous permettre de mieux comprendre leurs besoins afin de mieux les accompagner dans leur parcours, particulièrement dans la période de transition vers la formation générale des adultes, formation professionnelle. Et oui, période de questions. Donc, pour faire suite au dévoilement de ces résultats et de ces belles pistes, parce que les pistes sont vraiment importantes ce matin. C'est un beau cadeau que vous nous livrez tous les deux. Alors, nous avons quelques questions pour vous toutes et tous qui êtes Je vais avec nous ce peut-être juste matin. suggérer qu'on enlève le partage d'écran, David. Oui, c'est une très bonne observation. Merci, Nadia. Donc, là, c'est le moment de répondre à ces deux questions. Alors, dans quelle mesure les 5 profils qui ont été présentés ce matin correspondent-ils à ce que vous observez sur le terrain, dans le milieu de votre pratique, votre expérience? Alors, tout à fait, en grande partie, partiellement, pas vraiment, pas du tout, ou peut-être vous n'êtes pas en mesure de répondre. Euh, Prochaine question. Donc, voilà. On attend pour la prochaine question. Et on voit les réponses, oui. Donc, plus de 44. Donc, si on fait le total, 77 d'entre vous, vous observez. Donc, c'est vraiment, la recherche vient démontrer les observations. Alors ça, c'est très rassurant. Et ça nous amène à nous engager, en tout cas, moi, ça me fait cet effet-là, de s'engager dans la voie des solutions pour bien répondre à ces besoins-là. Prochaine question. Alors, y a-t-il un profil d'élève dont la transition vous semble plus difficile à accompagner? Donc, l'élève autonome ou l'élève en construction de son projet, l'élève en quête d'équilibre et d'appartenance, celui ou celle en mode de survie financière ou l'élève en mode qui est en surcharge, hein. Il nous en manque un ici. Oh là 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 là. Donc, on va dire que le deuxième, ça serait celui en surcharge. Peut-être qu'il n'y en a aucun, vous êtes à l'aise dans tout ça. Donc, merci de nous faire part de votre
Impression opinion. Ah oui, hein. Donc, bon, on a dit que le deuxième mode de survie financière, je vous avais demandé de voter pour celui en surcharge. C'est pas une surprise, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadia et David, de ces résultats? Ben, je peux peut-être juste évoquer au niveau de la survie financière. euh, à un moment donné, ça paralyse. Tu peux pas te dédier à ton projet d'études si tu es tout le temps dans cette insécurité-là financière. Mais en parallèle, il y a des jeunes dans les entrevues qui disaient, nous, à l'école, ils distribuent des cannes de thon une fois par semaine, je crois. Là, j'ai peut-être peut-être pas le bon ratio, là, mais ils distribuent des cannes de thon. Puis moi, ma canne de thon, c'est ma protéine de la journée, là. Fait que, tu sais, il y a des situations dramatiques, ni plus ni moins. Et je pense que malgré les services qui existent, les programmes qui existent, euh, certains ont évoqué des repas gratuits à la cafétéria pour certains élèves en grande situation d'insécurité alimentaire. Comment, là, c'est ça qui était leur moteur, mais qu'à un moment donné, on a arrêté ça, parce que ça créait un peu d'inconfort par rapport à d'autres élèves. Euh, Fait que, tu sais, je pense qu'on peut juste pas le prendre à la légère. C'est vraiment paralysant de vivre cette situation-là, encore plus si on a une famille. Oui, tout à fait. Puis, Peut-être. Vas-y, David. Ah, excuse-moi, je ne vais pas te couper, Isabelle. Juste renchérir peut-être là-dessus. Tu sais, je pense que le profil, tu sais, au niveau des difficultés financières, tu sais, c'est quelque chose. Je pense que les équipes écoles ont moins de contrôle, hein. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça leur échappe un peu. Puis dans les recommandations, peut-être en lien aussi avec le modèle, le MSTR, de travailler, tu sais, en collaboration avec des organismes, tu sais, d'essayer de créer un réseau un peu plus fort entre le centre et les organismes environnants pour qu'il y ait un maillage aussi qui va amener une forme de filet social. Oui, ça demande un peu plus de travail, tu sais, de faire ce maillage-là, mais je pense qu'il y a des possibilités, même si on est dans un contexte en ce moment au Québec assez difficile au niveau financier, au niveau des logements et tout ça. Fait que je pense que j'essaierai de miser là-dessus parce que c'est sûr qu'en tant qu'équipe école, au niveau des ressources financières, ça nous échappe un peu. Quoi qu'il y ait la partie des fois de comment on peut mieux accompagner les élèves par rapport à qu'est-ce qui existe hein, pour, en termes de financement. Fait que ça, c'est la partie sur laquelle les équipes écoles, je pense, ont un peu de travail, pas de travail, ont une pogne, si on veut. Puis je vais aussi parler de l'autre besoin qui était un peu plus fort, là, tu sais, au niveau des élèves en surcharge qui ressortaient. Oui. Je pense que ce qui est important, c'est d'être capable de les identifier rapidement, ces élèves-là. Des fois, ça part de collaboration interordre. Donc, déjà de savoir que certains élèves qui proviennent de la FGJ, qu'on sait qu'ils sont déjà cumulent hein, des difficultés. Donc, comment qu'on peut les identifier rapidement? Est-ce qu'on est capable de transférer les dossiers hein, entre la FGJ et la FE ou la FGA Oui. ou d'autres? Donc, comment qu'on peut faire encore, je parle encore de maillage, mais de mettre en place des mécanismes pour les identifier rapidement, ces élèves-là, prendre en charge même avant même qu'ils arrivent hein, dans notre centre puis être capable de bien les accueillir lorsqu'ils arrivent pour répondre à leurs besoins les plus forts à cette arrivée-là. Fait que je pense que ça, c'est des mesures à mettre en place rapidement si on veut être capable de bien répondre aux besoins de ces élèves-là. Je vais rajouter Oui, juste puis, une petite nuance, vas-y, Nadia. Isabelle, si tu me permets, puis je suis d'accord pour les élèves en grand besoin, tu sais, si on peut faire un meilleur maillage avec le secteur jeune, mais en même temps, quand les jeunes quittent le secteur des jeunes pour celui des adultes, ben, c'est souvent leur façon de sortir de leur étiquette qui leur colle à la peau depuis Hmm. beaucoup trop longtemps. Et moi, dans mes rencontres que j'ai eues avec ces jeunes-là, là, les 16-18 ans, là, qui faisaient le passage du secteur jeune au secteur de la formation générale des adultes, c'est une façon de repartir en neuf. C'est une Hmm. façon de partir sans étiquette. Fait que oui, il faut aider, puis oui, on peut identifier des gens où il faut être peut-être plus vigilant, mais il faut pas tomber dans la catégorisation. C'est la pire chose à faire pour eux, pour les aider à se reconstruire. Parce que parmi ces jeunes-là, certains vont dire, moi, je me suis reconstruit à la formation générale des adultes parce que j'avais plus mon étiquette. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas eu besoin d'aide. Fait que c'est juste une nuance là dans la façon dont on le fait. Oui, puis ça met tellement la table à ce que je disais au départ, parce que Trajectoire qui souhaite mettre en place des ponts interordres
qui doivent être proactifs avec ce que vous venez de nous préciser, ainsi que les ponts, pardon, intersectoriels pour avoir toutes les ressources présentes pour ce filet de sécurité, ce filet pour répondre aux besoins. Je trouve ça vraiment très, très riche et très important de s'éveiller et de se mettre dans l'action tous ensemble à partir d'aujourd'hui, pourquoi pas? Puis Donc, j'ajouterais juste tous les ponts à faire avec les organismes communautaires qui, voilà. encore une fois, dans le discours des jeunes, pas spécifiquement nécessairement ce projet-là, ça a peut-être moins été évoqué, mais tellement souvent, c'est un des éléments qui fait partie de la recette de leur persévérance. Oui. Ces organismes-là qui viennent les soutenir à différents niveaux, là, parmi les 10 besoins. Là. Oui, qui font la différence dans leur vie puis dans tout le succès pour la suite. Donc, c'est très important d'être à l'affût et de créer ces ponts-là, là, les maisons d'enseignement avec les organismes, vraiment. C'est une belle richesse. Maintenant, c'est le moment de prendre des questions des personnes qui sont à l'écoute avec nous. Donc, je profite de l'occasion pour vous rappeler d'aller inscrire les vôtres dans le module questions-réponses. Et en attendant, j'en ai quelques-unes pour nos invités. Donc, David et Nadia, selon vous, qu'est-ce qu'on sous-estime parfois dans l'expérience vécue des élèves en transition? Ah, ça en est une bonne, hein? Ben, je peux y aller, puis David pourra compléter, là. Dans le fond, je parle tout le temps, on le sait, là. Qu'est-ce qu'on sous-estime dans l'expérience de transition? En fait, la transition, là, c'est important, on le sait, mais on sous-estime à quel point elle est teintée par les expériences passées, scolaires Hmm. antérieures, ou par les expériences antérieures tout court. Tu sais, si j'ai pris un an, puis je suis allée faire le tour de l'Europe en sac à dos, puis que j'arrive dans un centre, j'arrive avec un bagage face à l'incertitude que j'ai pas. Si j'arrive d'un milieu où j'ai bûché, j'ai à peu près pas eu d'expérience autre que l'école puis les services spécialisés, puis là, j'arrive au centre. On n'est pas du tout à la même place. Les deux peuvent réussir. C'est juste qu'on part pas de la même place. Fait que je pense qu'il Hmm. faut pas sous-estimer les expériences passées, mais il faut pas sous-estimer le pouvoir qu'ont les jeunes de de faire un chemin gagnant, je sais pas comment le dire autrement, mais de faire de leur chemin le bon chemin, même si en cours de route, il y a un changement de parcours ou un changement de programme ou un changement d'institution. Fait que, tu sais, des fois, à l'âge adulte, ils vont nous dire, moi, c'est telle personne qui a fait la différence. Et c'est cette personne-là qui a agi comme levier à une réorientation, un nouvel établissement, un nouveau programme, une nouvelle attitude. Fait qu'il faut jamais sous-estimer le pouvoir de nos actions, le pouvoir de nos mots, et ne pas sous-estimer non plus que même si on arrive dans des conditions très différentes dans le processus de transition, ben tout est possible. Tellement bien dit, Peut-être si les je peux adultes rajouter quelque signifiants. chose. Si je peux rajouter quelque chose, moi, au lieu de dire sous-estimer, je vais y aller vers la surestimation. Alors, tu sais, j'ai pensé à de quoi, ben, on pourrait dire tellement de choses sur cette question-là, mais je pense que des fois, on a tendance à surestimer euh, tu sais, la capacité de nos élèves à aller vers les services. Parce que je Voilà. pense que les équipes écoles, de ce qu'on a vu dans cette recherche-là, dans les autres recherches, je pense qu'ils mettent en place tellement de beaux services. Ils ont des personnes passionnées, compétentes, qui sont là. Je pense qu'ils ont à cœur hein, la réussite des élèves. Je pense que ça, c'est indéniable partout. Mais des fois, nos élèves, ils vont pas vers les services, puis on se pose la question, pourquoi ils vont pas vers ça? Pourtant, on a fait des belles choses. Je pense qu'il faut miser aussi sur le pourquoi ils ne vont pas accéder à nos services. Fait que je pense que déjà de se questionner là-dessus, puis aller les interroger là-dessus, tu sais, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils vont plus aller vers les services? Je pense que déjà là, on pourrait répondre à beaucoup de services, pardon, à beaucoup de besoins, juste en travaillant cette question-là de l'accès aux services, puis qu'est-ce qui vient bloquer, hein, cet accès-là. Donc, c'était mon petit grain de sel à ce que Nadia elle a dit. Mais je pense que je travaillerais sur cet aspect-là aussi parce que les équipes écoles ont mis en place des beaux services, ils sont compétents. Donc, il faut juste rendre ça accessible à nos élèves. Je vais rajouter un petit peu de Oui. sel sur ton sel, placer les enseignants et les enseignantes dans le coup. Parce que si j'ai une belle relation pédagogique, puis que c'est mon enseignant ou mon enseignante qui me dit, hey, il y a tel service ou il y a telle personne qui pourrait t'aider,
ben les élèves sont comme plus enclins parce qu'ils connaissent déjà cet enseignant, cette enseignante-là, puis ils ont un lien de confiance. Fait que des fois, c'est ça le levier pour aller utiliser le service, c'est d'avoir quelqu'un de confiance qui m'aide à me pister vers la bonne place. Alors, je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que c'est tous les gens dans le système, dont les enseignants et les enseignantes, qui fassent partie de la solution pour les faire connaître ces bons services-là. Oui, donc on entend derrière tout ça d'être proactif, d'être sensible pour être des détecteurs de besoins, des détecteurs de situations. J'aime ça, j'aime ça. Une autre question. Y a-t-il une perception fréquemment entendue au sujet des jeunes en transition que vous aimeriez nuancer aujourd'hui? Puis vas-tu, David, ou je sais pas? Une question qu'on entend souvent à nuancer. Ben, il y en a plusieurs, hein. Tu sais, c'est comme l'idée de choisir laquelle des questions on entend le plus souvent, là. Euh, on entend souvent la question ou le sous-entendu de la question, est-ce que les élèves qui ont eu des grandes difficultés peuvent vraiment réussir à la FGA ou encore peuvent vraiment aller chercher leurs acquis pour l'AFP? Ça, on l'entend souvent. Euh, Puis pourtant, on a des super belles histoires à succès. Puis tu sais, juste à titre indicatif, il y a des travaux hein, qui ont déjà regardé est-ce que mes chances de réussite au collégial sont tributaires de ma réussite au secondaire. Les Intéressant. chances d'admission, oui, mais ça veut pas dire que parce que j'avais des scores incroyables au secondaire que je vais mieux réussir au collégial. Puis à l'inverse, on a des étudiants qui en arrachaient, qui rentrent comme adultes, mais dans un champ qui les passionne, puis ils se mettent à réussir. Ah, Donc, je pense que le défi, c'est de faire confiance, mais d'aider les jeunes à trouver leur passion. Tu sais, je pense qu'il est là le nœud, de trouver un filon qui me nourrit et non pas un filon qui nourrit ce qu'on attend de moi dans la société, mais un filon qui me nourrit moi. Ça, c'en est un bon moteur de la réussite. Puis peut-être que l'autre chose que je dirais qu'il faut nuancer, ça dure combien de temps de transition? Tu sais, on ouais. a souvent cette question-là. Oui, mais ça dure combien de temps de transition? Ou encore, oui, mais s'il a changé de programme, est-ce qu'il a réussi sa transition? Ben, une transition, ça peut durer longtemps. Encore une fois, il y a des travaux, je prends encore de Clerc, qui dit qu'il y a des élèves qui vont toujours être dans une posture de transition parce qu'ils vont continuellement être en adaptation dans le milieu scolaire en fonction de la modulation des exigences. Alors qu'il y en a d'autres qui, avant longtemps, vont être dans une posture de bien-être, qui ont trouvé leur filon. Euh, Fait qu'il faut pas penser que quand on s'intéresse aux transitions, qu'on met l'accent le premier mois, puis qu'après on se dit, hey, gang, on les a bien accueillis, on est correct. Non, non. Ça dure 12 mois par année, ce soutien-là aux transitions, parce que Marie peut avoir des gros besoins en septembre, puis Roger, ben ça va peut-être arriver rendu au mois de février, ces gros besoins, puis il faudra pas passer à côté de Roger. Alors, cette notion-là de durée de la transition, je pense vraiment qu'il faut la voir comme quelque chose qui arrive en fonction du contexte, puis il faut avoir ce filet-là de sécurité disponible à tout moment. Puis je pense que ça explique pourquoi les jeunes parlent beaucoup d'accompagnement de proximité, de mentorat, d'avoir recours à des gens qui ont déjà fait leurs études dans ce centre-là pour les aider à tout moment quand le besoin se fait sentir. Peut-être que je peux Wow. rajouter à tout ça, tu sais, dans la nuance, je pense que des fois, on a tendance à mettre beaucoup l'accent sur la transition au niveau scolaire, au niveau des compétences scolaires, au niveau du sentiment de compétence à être un élève, qui est très important. Mais je pense que nos élèves, souvent, ils vont pas juste là, ils vont pas juste dans un centre pour obtenir un diplôme. Il y a comme toute la partie identitaire de nos élèves, je pense qu'il faut prendre en considération c'est que nos élèves sont, comme je le répète, là, sont pas juste là pour chercher un diplôme, sont là pour s'épanouir en tant que personne. Tu sais, on parlait de sens tantôt, mais apprendre à se connaître, rencontrer des gens,
Fait que je remets un peu le point là-dessus de dire ben, à quel point nos élèves se sentent bien dans notre centre, à quel point ils peuvent faire d'autres choses que de travailler dans des cahiers ou aller à leur cours. Puis ça Mm. ressort beaucoup dans les discours de nos élèves. C'est des choses qu'on regarde au secondaire, il y a plein de choses qui sont faites au niveau du sentiment d'appartenance, au niveau des activités parascolaires. Au collégial, c'est la même chose. Les universités, c'est rempli de choses. Je veux dire, ça, pour tous ceux qui sont allés à l'université, vous le savez, là, il y a tellement de choses qui se font, puis tu peux toujours trouver quelque chose un peu qui te correspond. On arrive en FGA ou en FP, souvent peut-être, oui, c'est des questions de budget, mais je pense qu'il y a aussi des initiatives qui peuvent être faites à faible coût pour animer un peu plus nos centres pour que cet aspect-là identitaire soit un peu plus mis de l'avant dans la transition parce que, tu sais, c'est quand même quelque chose qui touche l'identité de dire, ben là, je vais un jour obtenir un diplôme, ben je vais devenir un peu plus, je vais faire partie un peu plus de la société, entre guillemets, parce que c'est une norme, hein, avoir un diplôme dans notre société. Donc, ça, cet aspect-là identitaire, moi, je le mettrais, je m'y intéresserais un petit peu plus, en fait, parce que je pense qu'on le voit dans notre recherche, si on ne répond pas à certains autres besoins, qui pourrait être construit secondaire, hein, tout ce qui est la vie adulte, antécédents d'appartenance et tout. Mais ça impacte directement hein, l'expérience scolaire que nos élèves vont vivre. Donc, ça va toucher l'engagement scolaire, puis éventuellement peut-être le fait de continuer ou non mon projet si je me sens plus bien dans ce que je veux au quotidien dans mes études. Fait que c'est mon dernier petit grain de sel peut-être là-dessus. Merci tellement pour votre grande générosité à tous les deux, Nadia et David. Et j'aurais envie qu'on passe aux questions des participantes, participants ce matin. Donc, nous allons prendre quelques questions et mes collègues David ou Mireille vont nous les partager pour qu'on puisse vous entendre. Donc, quelle première question avons-nous? Oui, je vais y aller avec la première question. Il y a Cinéphine qui demande si vous avez observé des différences dans les profils des étudiants selon la langue pour les profils d'élèves. Je vais répondre à cette question. On a indirectement la mesure de la langue tu sais, dans nos questionnaires, mais on n'a pas fait ce travail-là de comparer les profils puis voir, parce que j'ai vu que différentes questions là, en lien avec est-ce qu'on a comparé des profils à différents types de groupes. On n'a pas fait ce travail-là encore, puis ça va dépendre vraiment de la puissance statistique qu'on a. Donc, ça fait partie des projets hein, qui vont suivre cette recherche. C'est des questions très intéressantes. Moi, je les garde en note pour voir est-ce que c'est possible ou non avec les données qu'on a de faire ces comparaisons-là. J'ai vu, il y avait aussi une question, est-ce que versus, par exemple, telle commission scolaire ou centre de service scolaire versus les autres, est-ce qu'il y a des différences aussi par profil? Donc, je pense que c'est des questions vraiment légitimes, pertinentes. Puis il va falloir qu'on voit est-ce que c'est possible avec la nature des données qu'on a puis la puissance statistique qu'on a aussi. Donc, c'est la réponse que j'ai. Je sais, c'est une réponse un peu plate, mais on est quand même dans cette direction-là, puis on va explorer là, dans les prochains mois qu'est-ce qui est possible de faire avec nos profils puis de les comparer à différentes caractéristiques. Parfait, merci beaucoup. Il y a aussi Martin Hébert qui demande dans les écoles primaires, ce sont les enseignants qui font l'accueil. Qui devrait faire l'accueil auprès des élèves adultes dans nos centres? Je vais me permettre. Moi, je vous dirais que ça devrait être un accueil concerté. Oui, les enseignants, mais aussi justement les personnes qui offrent des services ou du soutien ou de l'accompagnement à l'école, parce que pendant l'accueil, on ne me connaît pas encore, tout le monde est neutre, et pour les jeunes, c'est sécurisant de savoir, ah, c'est lui, Oli. Fait que ça, c'est le visage de l'orthopédagogue. Ça, c'est le visage du psychologue. Puis on les rencontre dans un moment où on n'est pas dans une grande fragilité affective, émotive, personnelle. Il y a des cégeps qui ont commencé à faire ça il y a déjà une dizaine ou une quinzaine d'années. Euh, à l'accueil déjà, d'aller nommer chez nous si tu as tel défi, il y a tel service, puis de voir les gens avec viens cogner à ma porte. Déjà, on ouvrait la porte. Fait que c'est sécurisant. On a mis ça en place dans certaines écoles, dans des projets où moi j'ai travaillé dans le passé. Fait que ça vient normaliser la présence des ressources. Ça vient mettre un visage sur quelqu'un que je vais repérer, mais pas dans un moment de crise.
où là, je me sens vulnérable, puis je veux pas de regards qui sont posés sur moi. Fait que, petite suggestion, un travail concerté où on a déjà des gens et des visages. Puis je vais rajouter un autre petit élément, je m'excuse, quelque chose qui a été vraiment apprécié par des jeunes, c'est pas sur le territoire montréalais, mais c'est justement d'intégrer dans le cadre du cours à la FGA EVR, le cours Engagement vers ma réussite, d'ajouter la présentation. C'est un cours obligatoire pour tous les nouveaux et crédité dans ce cas-ci, mais dans chaque cours arrivait un ou une des professionnels ou des personnes de soutien qui venaient se présenter, présenter son travail, comment la contacter. Fait qu'encore une fois, c'est complètement décontextualisé d'une situation de crise, c'est de la prévention, puis ça donne de super résultats. Très intéressant. Donc, nous aurons une dernière question du public. Donc, Mireille, à toi la parole. Oui, il y a Chantal Boucher qui demande, je viens de terminer une recherche sur les élèves de la FP recrutés à l'international et un des constats qui ressort, comme Nadia et David le disent, c'est d'amener les élèves jusqu'au service. Dans certaines cultures, demander de l'aide est un signe de faiblesse, une honte. La question demeure sans réponse et donc, comment les aider à franchir cette barrière? Si je peux y aller, peut-être, je pense que je miserais. Là, j'ai pas fait de recherche là-dessus, hein, je suis pas expert au niveau des différences culturelles, mais je sais qu'il y a des organismes hein, qui offrent de l'aide au niveau de la communication interculturelle, donc qui accompagnent même les équipes écoles à ce niveau-là. Je pense que je miserais beaucoup sur de la formation des équipes écoles sur justement comment qu'on aborde les différentes cultures, comment qu'on leur parle, puis comment qu'on décode ces différents codes culturels. Je pense que je miserais beaucoup sur ce type de formation-là ou d'accompagnement même de professionnels dont c'est vraiment leur spécialité pour accompagner les équipes écoles, notamment à Montréal, tu sais, que c'est une réalité commune. Je veux dire, comme on le voit dans notre échantillon, c'est la moitié de notre échantillon qui provient de l'international. Donc, c'est vraiment je pense que c'est essentiel de mettre en place de plus en plus des services d'accompagnement au niveau du développement de compétences, peut-être de communication interculturelle. Je ne sais Puis pas je si Nadia, si tu as d'autres compléterais, idées. moi je vais compléter dans la perspective des élèves toujours, personne ne sera étonné. Dans le mieux connaître son contexte d'étude, là, c'est de connaître les sous-textes. Puis le sous-texte que ici, on a le droit de demander de l'aide, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut l'expliciter parce qu'effectivement, pour certains, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que je crois que ça fait partie de apprendre à connaître mon nouveau contexte d'étude, d'expliciter plein de trucs que nous, on prend pour acquis, parce que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre expérience dans notre système scolaire, alors que c'est pas leur réalité. Euh, Fait que je pense qu'il y a beaucoup de sous-textes qu'il faudrait clarifier. Puis je vais clore en disant que la meilleure façon d'aller chercher le sous-texte, c'est peut-être de faire un groupe de discussion avec vos élèves de l'international dans votre centre ou pour comprendre tout ça sur quoi ils ont besoin de clarification pour bien comprendre les mécanismes, l'accès aux services et compagnie. Et là, on pourra avoir une réponse personnalisée. Et le temps est passé tellement vite. C'est impressionnant quand on est en bonne compagnie. C'est captivant. Merci beaucoup, beaucoup, Nadia et David, pour cette recherche impressionnante qui nous donne accès à la voix des personnes apprenantes, surtout aux pistes d'action. C'est vraiment précieux. Je suis convaincue que ces besoins sont ressentis également par les personnes en transition vers le cégep, l'université. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises et je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que ça touche tous les ordres d'enseignement. Donc, ça nous rejoint tous et toutes. Et peu importe notre rôle, justement, ou le rôle d'enseignement de la clientèle qui nous concerne davantage, nous avons le pouvoir d'être à l'écoute de ces besoins en agissant en amont ou pendant les transitions qui peuvent varier dans le temps, comme tu l'as bien dit, Nadia, parce qu'il s'agit de l'adaptation. Donc, plus c'est clair, explicite, moins on a besoin de s'adapter comme personne apprenante et donc plus la transition sera courte
et pour ainsi réduire les embûches, assurer la poursuite des parcours qualifiants. Et moi, ce que je retiens le plus, bien, il faut retenir que le lien humain, des climats d'apprentissage sont les ingrédients clés. C'est le moteur de la persévérance. Ça, je retiens ça. Merci encore, Nadia et David, pour toute cette richesse de ce matin. Je vous rappelle que vous recevrez à la suite du webinaire par courriel un dossier documentaire très complet. Puis avant de nous quitter, s'il vous plaît, de remplir le formulaire d'évaluation qui apparaît dans le clavardage et de le remplir en très grand nombre pour que nous puissions continuer à améliorer nos activités. Et si ce n'est déjà fait, afin de ne rien manquer de nos publications et événements d'intérêt en lien avec la réussite éducative, bien, il suffit de vous abonner aux listes de diffusion. Vous trouverez également ce lien dans le dossier que vous recevrez. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous aussi, cher auditoire, encore une fois pour votre participation précieuse et votre présence ce matin, et à vous souhaiter à tous et à toutes une superbe journée. Euh, Merci, merci. Oh, OK. Je voulais peut-être rajouter quelque chose. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être que tu sais, les questions qu'on n'a pas pu répondre, je ne sais pas s'il y aurait moyen de nous les envoyer pour qu'on puisse répondre justement aux différentes personnes qui ont posé des questions. Fait que, moi, de mon côté, il y a certaines questions que je vais pouvoir répondre, puis je m'engage à le faire. Puis s'il y a la possibilité juste de connecter avec les personnes qui ont posé les questions, suggestions comme ça, si c'est possible. Si c'est pas possible, je comprendrai aussi. Merci beaucoup tout le monde. Très bonne idée. Merci encore pour votre générosité. On se dit à bientôt. Bye bye. Bye bye.